Alors, Corinne Lalo, on ne la présente plus. Moi, ça fait très longtemps que je connais Corinne parce que j'ai eu la chance qu'elle vienne m'interviewer dans mon cabinet. Et on avait parlé d'homéopathie et de façon de se soigner autrement pendant les 20 heures de la Une avec PPDA. Et donc, c'est seulement il y a quelques mois que j'ai réalisé, parce que j'étais un peu secouée par mes confrères homéopathes qui m'en voulaient beaucoup et qui me disaient « mais toi, avec tes idées et puis ton comportement et tout », mais en fait, moi, je faisais ça pour diffuser la bonne parole et j'ai jamais réalisé, si ce n'est il y a peu, qu'en fait, je pense qu'ils étaient excessivement jaloux. Et c'était pas du tout fait dans un but égoïste, mais pour diffuser la bonne parole. Et c'est Corinne qui venait m'interviewer. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et j'ai toujours beaucoup apprécié Corinne, qui n'a pas la langue dans la poche et qui va vous le démontrer par tout ce qu'elle a écrit dans son dernier livre que je vous recommande, que vous avez là, au fond, et dans lequel elle dénonce beaucoup de fausses pandémies et de vrais mensonges. Je te passe la parole, Corinne. Et merci d'être là parce que c'est un vrai cadeau. Merci. Merci à vous et merci à Martine Gardenal de m'avoir invitée et bravo à la Ligue pour tout le travail que vous faites. Et effectivement, j'ai interviewé Martine quand elle était médecin homéopathe à Saint-Germain-en-Laye. Et moi, je l'interviewais pour le journal de 20h de TF1. Et ça passait. Voilà. On expliquait que l'homéopathie, ça marchait. Et ça passait. Donc, voilà. Donc, Léo vous a parlé de ce qu'il y avait dans les vaccins, brillamment. Il a montré tous ses dessins. Donc, on s'est réparti un petit peu les angles. Et donc, moi, maintenant, je vais vous parler de l'origine du virus et de ce qui s'est passé. Virus, pas virus, artificiel, naturel. Donc, ne m'en veuillez pas s'il y en a qui sont trop avancés, parce que je vais essayer de rester à un niveau, effectivement, que tout le monde puisse comprendre. Donc, il y en a certains qui vont dire tout ça, je le sais, et puis il y en a d'autres qui vont au contraire l'apprendre. Donc voilà, je vous demande de l'indulgence. Mais il y a des moments où vous allez voir, ça se complique un peu. Donc il vaut mieux suivre au départ, parce qu'après, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc je suis journaliste, grand reporter depuis 40 ans. Et voilà, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Fausse pandémie » au pluriel, vrai mensonge. Comment on vous trompe en 10 leçons. Enquête. Et donc il y a une leçon après chaque chapitre et un résumé après chaque chapitre. Donc, origine du virus, le coronavirus de Wuhan est-il artificiel ou naturel? Qui est qui? Voilà. Alors, vous avez peut-être vu récemment, il y a moins de 2 semaines, que la Maison-Blanche a mis sur son site tout un dossier qui s'appelle Lab Leak, c'est-à-dire fuite de laboratoire. Donc, la Maison-Blanche reconnaît qu'il s'agit d'un virus qui a fui d'un laboratoire. Alors, il faut faire attention au mot fuite de laboratoire. Parce que fuite de laboratoire, ça veut donc dire qu'il y a bien un virus, selon eux, qui est sorti d'un laboratoire, et eux disent que c'est une fuite. Mais est-ce que cette fuite et ce virus sont accidentels ou est-ce que la fuite est intentionnelle? C'est toute la question. Toujours est-il que là, on voit que le narratif du virus naturel n'est plus le narratif dominant. Donc, maintenant, ils préfèrent parler de fuite de laboratoire. Ça laisse un flou, mais il y a un loup derrière le flou. Vous voyez? C'est qu'ils ne veulent pas qu'on dise que c'est artificiel. Parce que si on dit que c'est un virus artificiel, il va falloir dire en quoi et comment il est sorti. Donc, là, artificiel ou naturel, alors on est déjà débarrassé du naturel, donc là on est artificiel, donc maintenant on est accidentel ou intentionnel. Alors eux disent, bien sûr, c'est accidentel. Et bien sûr, ça vient d'où? Ça vient du laboratoire P4 de Wuhan. Donc ça, c'est ce qui arrange les Américains. Et qui travaille au laboratoire de Wuhan, de P4 de Wuhan? Madame Xi,
dite la Batwoman, parce que c'est la spécialiste des chauves-souris. Mais accidentelle, ça pourrait être aussi bien d'un laboratoire américain, car on a vu que dans le Montana, et on va le voir maintenant, dans le Montana et en Caroline du Nord aux États-Unis, il y a un certain monsieur qui s'appelle Ralph Baric, dont je vais vous parler maintenant, et un autre qui s'appelle Anthony Fauci. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et donc, la question maintenant de savoir est-ce accidentel ou intentionnel, pour l'instant, honnêtement, il n'y a rien qui dit que c'est l'un ou l'autre. Honnêtement, on n'en sait rien, mais on peut avoir des doutes. Voilà. Donc, si c'est intentionnel, donc intentionnel pour l'instant, on en reste à l'hypothèse. Si c'est intentionnel, qui a fait le coup et pourquoi? Donc, voilà. Là, je vous ai mis la carte géographique du cartel pandémique. Alors, vous inquiétez pas. Bon, elle est dans le livre, elle est expliquée et tout. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vite fait, là, en détaillant, voilà, en plus gros, vous allez voir ici, à la base de tout, finalement, il y a le contribuable américain. C'est celui qu'on veut plumer, mais ça peut être le contribuable français. Hein. Donc, vous avez le contribuable ici, là, le Congrès, la Maison-Blanche, et tout le jeu va consister à extraire l'argent du contribuable pour l'amener dans d'autres poches. Et éventuellement, au passage, d'en profiter pour contrôler un peu la population et la soumettre un peu plus. Donc, qui est-ce qui dirige l'Institut national de recherche de maladies infectieuses aux États-Unis? C'est un certain Anthony Fauci, qui maintenant a pris sa retraite, mais c'est pas grave, il a été remplacé par un monsieur qui s'appelle Totten Berger. Donc on a su ce matin, moi je l'ai su ce matin, que le remplaçant de Anthony Fauci s'appelle monsieur Totten Berger. Et ce monsieur n'est pas un inconnu. Et malheureusement pour nous, c'est un virologue qui est un partisan des manipulations génétiques et des virus, et qui d'ailleurs avait ressuscité le virus de la grippe espagnole de 1918. Et qui en plus est un fervent partisan du nouveau virus H5N1 de la grippe aviaire et de sa manipulation. Donc voilà, c'est de ce matin. Donc il y en a qui disent mais que fait Kennedy? Bon ben on va voir, peut-être que voilà, on verra. Bon, toujours est-il que ça c'est la dernière information que je vous livre. Et donc on va voir maintenant que donc ce Fauci là qui dirige un petit peu tout le monde et qui détient les cordons de la bourse, comme vous l'a dit Léo, en distribuant l'argent dans les universités, etc. Eh bien lui, donc il a distribué l'argent à qui? Il a distribué l'argent à ce monsieur-là qui s'appelle Ralph Baric, qui est le virologue de la Caroline du Nord. Et il l'a distribué également à ce monsieur-là qui s'appelle, de Eco Health Alliance, qui s'appelle Peter Daszak. Donc je vais vous en reparler, donc il faut retenir son nom. Et puis vous en avez un autre là, qui est le dirigeant de Metabiota, et qui lui s'appelle Nathan Wolf. Et que lui, on retrouve dans l'histoire des biolabs et des laboratoires biologiques en Ukraine. Voilà, cherchez l'erreur. Et donc, ici, cet argent qui est passé par EcoHealth Alliance va se retrouver par là. Et là, on a qui? On a la Chine. Voilà la Chine avec Georges Gao qui dirige le CDC. Le CDC, c'est le centre qui contrôle toutes les maladies infectieuses en Chine. C'est l'équivalent du CDC américain, lequel CDC américain a servi de modèle. Et c'est même Bill Gates qui a été en Chine pour aider le CDC à copier le modèle. Donc ils sont vraiment liés. Et donc là, l'armée chinoise. Et ici, vous avez je vais vous en parler maintenant, donc vous allez comprendre pourquoi. Là, Eddie Holmes, qui est un virologue australien. Ici, l'allemand Drosten, qui lui fabrique le test PCR. Et ici, le statisticien de l'Imperial College, le fameux Neil Ferguson, qui aime bien aller voir sa maîtresse pendant les confinements après avoir dit que si on ne confine pas, ça ne va pas aller du tout, qu'on va avoir des millions de morts. Voilà. Et puis vous avez là, ici, là, la dame, Avril Haines,
C'est la chef des services secrets américains. Elle n'y est plus maintenant. Elle a été remplacée maintenant. Mais pendant l'affaire, pendant toute l'administration Biden, elle était là. Donc, et là, de l'autre côté, alors, les trois, voilà, la bande des trois. Donc, la fondation Rockefeller, Bill Gates et Jeremy Farrar du Wellcome Trust. Alors, le Wellcome Trust, ils ne sont pas très connus par rapport à Bill Gates. Et Jeremy Farrar, peut-être qu'il y en a... Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas Jeremy Farrar jusqu'à là? Ah, ben voilà, ça me fait plaisir, comme ça je vais vous apprendre quelque chose. Parce que Jeremy Farrar, lui, dirige, ou plutôt dirigeait, bon, je vais vous expliquer pourquoi, dirigeait le Wellcome Trust. Le Wellcome Trust, c'est l'équivalent anglais de Bill Gates, la fondation Gates, qui ne sont pas des fondations que moi j'appelle des fondations fiscalo-financières, parce que c'est pour faire de l'évasion fiscale et contrôler les organisations internationales comme l'OMS. Bon, eh bien, le monsieur qui dirige ça, c'est Jeremy Farrar, Lord Jeremy Farrar. Ben, j'ai pas mis Lord là, parce que moi, je sais pas. Bon, le Lord, j'avais du mal. Bon, donc Jeremy Farrar, il y en a qui rigolent. Bon. Alors, c'est pas que je suis contre tous les lords, hein, mais en tout cas, là, j'avais du mal. Donc lui, en fait, il est central dans toute cette histoire Covid. Et surtout dans l'origine du Covid. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais je raconte tout dans le livre. Donc je vous préviens tout de suite, je ne pourrai pas tout raconter, tout ce qu'il y a dans le livre, ce n'est pas possible. Hein. Bon. Donc là, j'essaye de faire le minimum. Et surtout, ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc on va parler du virus. Moi, je vais analyser le discours officiel et le narratif officiel. Ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ça, mais je pense qu'il faut d'abord expliquer quel est le narratif officiel et ensuite voir quelles sont les contradictions à l'intérieur du narratif officiel pour dire, bon ben voilà, on nous a menti. Après, pour ceux qui voudront aller plus loin et dire, oui, mais est-ce que les virus existent ou n'existent pas? Eh bien, moi, je pense que ça, c'est dans un deuxième temps. Ceux qui veulent aller voir, ils iront voir. Il ne s'agit pas de dire c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est pas mon propos. Mon propos est de dire, on nous a servi un narratif avec un virus officiel, avec une virologie officielle. Et moi, ce que je vais montrer, c'est comment tout ça ne tient pas debout. Comment on nous ment à l'intérieur même de ce narratif. Et comment, justement, ce virus-là, de ce virus de Wuhan, comme on nous l'a vendu, ça ne tient pas debout, même selon leur narratif. Et selon leur narratif, si on le prend tel quel, ça montre que ce virus est complètement artificiel. Donc ça, c'est clair. Selon leur narratif, on arrive à un virus totalement artificiel. Après, pour ceux qui veulent réfléchir plus loin, ils le font, mais dans un premier temps, il me semble plus important de dire ce qui ne va pas dans ce qu'ils nous ont servi. Et tout ça pour expliquer quoi? Que lui, Jeremy Farrar, il est à la source au moment où il veut faire sortir le virus. Je ne vais pas plus dans les détails parce que c'est dans le livre. Mais lui, je vais en reparler un petit peu quand même. Il a été à la manœuvre pendant toute cette affaire de Covid, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis, qu'est-ce qu'il est devenu après? Il est devenu le chef scientifique de l'OMS. Voilà, donc, il est là, il organise toute l'origine du virus, le narratif, etc. Et hop, il arrive là, c'est pour ça que je l'ai mis là, en petit, parce qu'il devient le chef scientifique de l'OMS. Donc c'est lui qui décide tout maintenant, avec son patron Tedros Ghebreyesus, qui appartenait dans sa jeunesse à une organisation terroriste en Éthiopie, et notre ami Bill Gates, qui lui finance, est le premier financeur de l'OMS privé. Donc vous avez ces trois, la bande des trois là, et puis ici, donc Davos et Schwab, Klaus Schwab, qui a arrêté donc sa fonction au Forum économique mondial le jour de la mort du pape.
Moi, je ne sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, c'était le même jour. Et vous avez ici un petit groupe dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle le GPMB, Global Preparedness Monitoring Board, qui se veut au-dessus des organisations internationales et des États pour leur dire comment vous devez préparer des pandémies. Vous préparez à des pandémies ou peut-être préparer des pandémies. Toujours est-il qu'ils disent à tous les États et à l'OMS aussi comment faire en sorte qu'il y ait une industrie de la pandémie qui puisse prospérer. Et dans cet organisme, ce groupe, vous avez le chinois Gao, dont je vous ai parlé. Vous avez aussi Anthony Fauci et vous avez Bill Gates, et vous en avez d'autres. Hein. Mais ils sont ensemble dans ce petit groupe supranational. Ce qui peut expliquer qu'ensuite, quand il va y avoir un début d'épidémie, ils savent se téléphoner. Voilà. Ils ont leur téléphone, hein, chacun. Hein. Ils peuvent se téléphoner. Ouais. Donc là, ensuite, vous avez ici tous les organismes qui ont été créés d'ailleurs par Bill Gates, le CEPI, pour préparer les innovations en termes de vaccins, le Gavi aussi pour financer, et le COVAX pour faire en sorte que l'argent des pays pauvres des pays riches aille aux pays pauvres. Mais entre-temps, il y en a qui se servent au passage. Hein. Et donc ces organismes-là dépendent tous de Bill Gates et ont presque tous été créés, en général au mois de janvier, au début de l'année. Où ça ? À Davos. Voilà, ils sont là. Et vous avez ici, j'ai mis en bas, tous les médecins, les hôpitaux, les ONG, la presse scientifique, les médias dominants, tous ces réseaux sociaux Internet qui sont financés par l'argent de Fauci et de ces gens-là. Bon. Et là, j'ai mis l'agence de conseil, les agences de conseil, donc McKinsey, Publicis, Omnicom, c'est eux qui vont gérer toute la campagne de communication de ces gens-là. On les a vus à l'œuvre. Et comment ils nous prennent notre argent, nous, de contribuables. Il y a le Sénat qui a fait un rapport là-dessus. Alors voilà, notre ami, c'est le monsieur Covid de la Maison-Blanche. Lui, donc, c'est Anthony Fauci. Lui, c'est Ralph Baric. Et on le surnomme le pape du gain de fonction. Le gain de fonction, c'est quand on manipule les séquences génétiques des virus pour en faire des virus encore plus pathogènes, encore plus dangereux. Donc ça, je vous donne la doxa scientifique officielle. Et lui, Ralph Baric, il est central dans toute cette histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Ralph Baric ? Ah ben c'est intéressant, très bien. Ben, je suis ravie. Hein. Donc Ralph Baric, c'est un virologue qui travaille dans un institut en Caroline du Nord. Hein. Et lui, c'est le pape du gain de fonction. Donc c'est lui qui est le plus avancé au niveau mondial pour manipuler des virus et faire des virus chimères, c'est-à-dire à la fois animaux et humains. Et vous allez voir qu'il est central dans cette histoire, comme Jérémy Farrar est central au niveau de l'organisation. Lui, il est central au niveau scientifique. Et voilà notre ami Peter Daszak. Alors, Peter Daszak, qui ne connaît pas Peter Daszak ? Ah non, mais je suis ravie. Là, j'ai fait bingo, là. Alors, Peter Daszak, c'est le directeur d'une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance. Et cette ONG reçoit beaucoup d'argent. On va le voir. Hop, ça c'est Madame Xi, on va voir après. Reçoit beaucoup d'argent donc des États-Unis, aussi bien de Fauci que du Pentagone, donc l'armée américaine, hein, et la vitrine, pas la vitrine, mais en tout cas l'homme de paille, l'organisation de paille de la CIA qui s'appelle USAID. USAID reçoit beaucoup d'argent de la CIA et ça sert à la CIA pour toutes ses opérations extérieures aux États-Unis. Et USAID, on l'a vu parce que USAID a été
suspendu par Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et USAID a donné énormément d'argent. Donc il a sorti toute la liste de l'argent qui a été donné. Et dans cet argent, il y en avait beaucoup qui allaient donc aussi à Peter Daszak. Et beaucoup également dans d'autres instances qu'on va voir, et qui ont joué un rôle important pour la construction du narratif autour du Covid. Et en particulier, USAID a aussi donné beaucoup d'argent à Médecins du Monde, par exemple. Ils ont donné aussi beaucoup d'argent à beaucoup d'organes de presse et à beaucoup de fact-checkers. Les fact-checkers, c'est-à-dire les censeurs de l'expression, de la liberté de l'expression. Voilà. Et elle, donc, Madame Xi, maintenant, c'est Batwoman. Donc maintenant, vous la connaissez. Peut-être que vous la connaissiez avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit ici que depuis 2004, il y a un axe que j'ai appelé l'axe Fauci-Daszak-Xi. Donc, Fauci envoie de l'argent à Peter Daszak. Et Peter Daszak en envoie une partie, pas tout, hein, à Madame Xi et à son laboratoire P4 à Wuhan pour manipuler les virus. Bon. Et d'ailleurs, Peter Daszak, qui recevait beaucoup d'argent de Fauci, quand Trump est arrivé au pouvoir. Bon, il a fait son mandat, et en 2020, quand arrive l'affaire Covid, dès le mois d'avril, il doit avoir des informations, Trump, il supprime les crédits américains à Peter Daszak. Il supprime ces crédits. Donc Peter Daszak est très embêté. Et on a tous les courriels qu'il envoie en privé, en disant c'est quoi cette histoire, on nous enlève nos crédits. Hein. Et que se passe-t-il au mois d'avril, mai, juin, juillet 2020? On voit tout ça, ça sort en ce moment même. Hein. Vous avez les mails et les courriels de Fauci à d'autres de ses subordonnés pour rétablir les crédits à Peter Daszak. Or, Peter Daszak est celui qui a financé Madame Xi. Mais pas que Madame Xi. Voilà. Donc, Madame Xi, donc, elle peut travailler maintenant, puisqu'elle est financée, mais en même temps, elle est au laboratoire P4 de Wuhan, qui est aussi dirigé par les Chinois et par l'armée chinoise. Donc, ça va pour elle, elle peut faire. Hein, bon. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher des virus chez les chauves-souris dans les grottes, et elle les prend, elle les manipule un peu, elle dit qu'ils sont naturels ou pas naturels, peu importe, et elle envoie des exemplaires lors de 2 expériences, une en 2015 et une autre en 2018. Elle envoie ces exemplaires-là à qui? À Ralph Baric. Et qu'est-ce qu'ils font là avec ces exemplaires-là? Eh bien, ils vont faire des virus chimériques, mi-humain, mi-animal, mi-chauve-souris, mi-humain. Et c'est à peu près les jumeaux de ces virus-là qui vont sortir en janvier 2020 et qui vont, soi-disant, créer la crise. Voilà. Et donc là, elle envoie... Ils signent même des articles scientifiques ensemble. Et également en 2018, pareil, il y a une autre, elle envoie encore un autre virus qu'elle donne à Ralph Baric, qui lui l'envoie au laboratoire qui est de Fauci, qui est dans le Montana. Et donc, Baric envoie le virus. Je vais voir un coup. Dans le Montana, et dans le Montana, ils le mélangent avec des chauves-souris, des virus de chauves-souris. Et ils ont été chercher les chauves-souris dans un zoo. Et ils font eux aussi des manipulations. Et les virus qu'ils fabriquent, comme par hasard, sont aussi les jumeaux du coronavirus de Wuhan. Donc, quand la Maison-Blanche dit que c'est un lab leak, c'est-à-dire une fuite de laboratoire, d'accord, mais de quel? Ok. Et est-ce que c'est intentionnel ou accidentel? Moi, pour l'instant, j'en sais rien. Et qu'est-ce qui se passe en 2020?
quand nos amis chinois isolent ou disent avoir isolé un virus, et ils disent, ils se précipitent pour déposer le virus, écrire les articles, ils font ça en un temps record, ils veulent absolument publier, ils sont vraiment très contents d'avoir ce virus. Hein. On se demande comment ça se fait qu'ils soient aussi contents d'avoir un virus en des temps records, et donc ils font toute une manœuvre. Donc on voit ici la manœuvre Georges Gao, le patron, professeur Zhang de Shanghai, et Madame Xi. Donc ils isolent un virus, soi-disant, et ensuite ils envoient la séquence génétique théorique à qui ? À l'Allemand Christian Drosten, qui lui va fabriquer un test PCR. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Drosten ? Bon, tout le monde. Ah non, il est plus connu Drosten. Bon. Alors Drosten, lui, fait un test PCR, en un temps record aussi. Il envoie son test PCR à Tedros Ghebreyesus de l'OMS, qu'il homologue en un temps record, puisqu'il homologue en moins de 24 heures. Voilà. Et lequel Ghebreyesus dit, désormais, ce test PCR, c'est le test de référence mondiale. Donc tous ceux qui veulent isoler le virus qui a été désigné par les Chinois devront avoir ce test-là. Mais comme il leur donne le test, c'est comme s'il vous donne la serrure, la clé, ils vous donnent la clé et ils disent, maintenant, si vous voulez trouver la serrure, il faut trouver une serrure qui aille avec cette clé. Et si vous trouvez la serrure qui va avec la clé, ça veut dire que vous avez trouvé le virus. Sauf que ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous avez trouvé la serrure qui va avec la clé qu'on vous a donnée. Voilà. Et d'ailleurs, au début, l'IHU à Marseille, ils n'avaient pas le test de référence. Donc ils étaient embêtés. On leur dit, oui, mais nous, on ne l'a pas eu, comment on fait ? Et tant qu'ils n'avaient pas le test de référence, quand ils analysaient les gens dans leur IHU, ils trouvaient plein de virus. Les gens, ils avaient plein de virus. De la grippe, des rhumes, de tout. Et il y en avait 6 ou 7 par analyse. Et puis quand ils ont eu le test PCR, là, ils n'en trouvaient plus qu'un, c'était le Covid. Moi, je ne sais pas comment ils ont fait. Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'il y a une collusion entre la Chine et les États-Unis et que tout ça est orchestré au niveau supranational et on essaye de nous faire croire qu'ils sont ennemis. Moi, je veux bien qu'ils soient ennemis, mais en tout cas, là, il y a une collusion. Donc après, il faut nous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont pouvoir contrôler les autres ? Je ne sais pas, mais ça ressemble un peu à un jeu de dupes. Donc maintenant, on va voir en quoi le coronavirus de Wuhan est artificiel. Donc ça, Léo l'a bien expliqué. Donc vous avez le virus, et puis il a des pointes, ça s'appelle les spikes. Et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces spikes. Voilà. Le virus qui est désigné, on va l'appeler le virus désigné désigné par Wuhan. En janvier, il est là, il est ici. Bon. Mais si on regarde les virus les plus proches de ce virus nouveau, vous avez le virus de la chauve-souris, le virus du pangolin, le fameux pauvre pangolin, et puis vous avez le virus du SARS-CoV-1, qui était la maladie du SRAS, qui était en 2003, qui avait été dangereuse. Et c'est pour ça que quand on trouve un virus qui ressemble au SARS de 2003, on s'inquiète. Bon, et donc on trouve, début janvier, les Chinois disent qu'ils trouvent ce virus-là. Et qu'est-ce qu'il a de différent de tous les autres ? Il a cette petite séquence ici, qui s'appelle le site furine, vous voyez ? Qui est schématisé par PRRA, qui sont en fait une séquence de 4 acides aminés. Bon, je ne vais pas les détailler, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'existe pas dans la nature au naturel. Et les autres virus qui existent, ils n'ont pas cette séquence, que j'appellerais le site furine. Donc ils ne l'ont pas. Et comme par hasard,
Quand on observe sur quoi travaille Ralph Baric depuis 20 ans, plus de 20 ans, puisqu'il a commencé à publier en 1997, il dit en 1997, ce qui permet de sauter la barrière d'espèces, c'est le site-furine. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il prend le coronavirus de chauve-souris, il prend l'ossature, ensuite il prend un coronavirus humain et il prend la spike, la pointe. Et il manipule génétiquement la pointe et il fabrique un virus chimérique, à la fois humain et chauve-souris, mais avec une pointe spike humaine, pour infecter les humains. Après, il a fait des souris transgéniques qui sont capables d'avoir des poumons humains, pour tester les vaccins sur la souris transgénique qui a des poumons humains. Et ensuite, quand on regarde comment est la séquence génétique de cette fameuse pointe qui est la spike, eh bien, quand ils ont publié, les Chinois, quand ils ont publié la séquence génétique, eh bien, à ce moment-là, c'était public. Donc, il y a des chercheurs du monde entier qui l'ont prise, et en particulier des Indiens. Et qu'est-ce qu'ils ont observé, les Indiens? Que par rapport, ça c'est la pointe spike, par rapport à celle du SARS, du premier SRAS de 2003, il y avait 4 grosses différences. Donc 1, 2, 3 et 4. Bon. Le 4, c'est quoi? C'est une insertion. Eh bien, c'est le site-furine. Et cette insertion a l'air artificielle. Et pour cause, ces 4 insertions sont communes au virus du sida. Donc, vous avez 4 insertions communes au virus du sida qui se sont invitées dans la séquence génétique du nouveau coronavirus. Donc, on a du VIH dans le coronavirus. Et donc, quand j'ai vu ça, moi, j'ai repris tous les articles, mais je les avais déjà vus, en fait, parce que quand il y a eu le confinement, j'ai tout de suite pris tous les articles de Madame Chi, je les ai lus. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'elle travaillait avec le VIH? Et en fait, oui. J'ai trouvé plein d'articles où elle s'amuse à mettre du VIH, donc du virus du sida, dans des coronavirus inoffensifs de rhume. Et quand il y a cet article qui paraît, il est d'ailleurs rétracté immédiatement, mais il est quand même viral. Montagnier d'ailleurs le lit, c'est de là qu'il a pris sa première base pour dire qu'il y avait du VIH. Mais il a d'autres informations, parce que lui, il dit que c'est parce qu'il pense qu'ils sont en train de fabriquer un vaccin contre le sida. Moi, ça m'a étonnée, parce que je me suis dit, ouais, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, effectivement, s'ils veulent faire une fausse pandémie, là, je vois mieux l'intérêt. Parce que si vous faites ça avec des insertions du sida, et qu'ensuite ça sert de modèle pour le vaccin, eh ben, ceux qui seront vaccinés risquent d'avoir les mêmes symptômes que les personnes qui ont le sida. C'est-à-dire un effondrement du système immunitaire et un épuisement des cellules immunitaires. Et c'est effectivement ce qu'on constate, comme l'a montré Léo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça met un peu la panique dans le camp d'en face. Et dans le camp d'en face, on a qui? Donc, on a Fauci, voilà, ici. On a ici, maintenant vous connaissez son nom, Jeremy Farrar. Et ici, Christian Drosten. Et là, Eddie Holmes, qui lui est l'Australien. Le 1er février, ils font 2020, ils font une conférence secrète par Zoom en se disant « Oh là là, ça commence à chauffer ». Ça commence à chauffer parce qu'il y a des rumeurs que ce serait peut-être un virus artificiel. Alors, c'est Farrar qui organise la conférence. Donc on voit à quel point Farrar est important. Et puis il y a des gens de l'OMS dedans. Donc il organise cette conférence. Fauci, ils font venir aussi des virologues de leur équipe, mais bon, bref, ils leur donnent le virus, la séquence génétique, et ils disent à leurs virologues, qu'est-ce que vous en pensez? Et les virologues, dans leur courriel interne, privé, vont dire, oh là là, il y a ce site furine, c'est pas bon signe, ça veut dire que c'est peut-être un virus artificiel. Ça, c'est ce qu'ils vont se dire dans les courriels internes, qui ont pu fuiter grâce à des procédures judiciaires qu'on appelle FOIA. Donc on a eu les courriels internes dans lesquels ils disent
ça n'a rien à voir avec l'évolution naturelle telle que Darwin l'a définie. Donc, c'est possiblement artificiel. Bon. Et Fauci dit à ces gens-là, leur dit, bon, bah, vous allez faire un article, et dans l'article, qu'est-ce qu'ils disent? Que ceux qui diront que c'est artificiel sont des complotistes. Voilà le double langage et la duplicité qui a été organisée autour de ce phénomène, qui montre bien qu'il n'y a pas de l'incompétence, parce qu'il y en a qui vont plaider l'incompétence. Non, il n'y a pas d'incompétence. Il y a de la duplicité, de la fraude, on peut le dire. Et donc, il y a tellement maintenant d'indices concordants que c'est difficile de parler d'autre chose que de fraude, d'autant qu'il y a un autre document qui va fuiter, qui est un document que l'équipe d'Azak, Chi et Barik co-signe et envoie en 2018, donc un an avant le Covid, hein, d'accord? Il l'envoie à l'armée en proposant à l'armée, parce qu'il y avait un appel d'offres de l'armée. L'armée demande est-ce que vous avez des virus? Oui, on a des virus. Et donc, eux, ils font tout un document qui a fuité. Et ils expliquent dans ce document qui s'appelle Diffuse, ils expliquent qu'ils vont aller chercher des virus de chauve-souris, qu'ils vont les manipuler, qu'ils vont mettre des sites furines, et que ça pourra leur servir à fabriquer des vaccins avec des nanoparticules. Et avec quelle technologie? Eh bien, la technologie ARNM, c'est-à-dire ARN messager modifié. Donc eux, ils avaient déjà toute la technique avant, et ils fabriquent le vaccin à partir du virus modifié. Et comment ils se proposent de répandre ces nanoparticules de vaccin? Eh bien, ils se proposent de les répandre avec des drones, et ils se proposent de les répandre avec des espèces de diffuseurs à l'entrée des grottes de chauve-souris. Donc, ils peuvent répandre le vaccin sous forme de nanoparticules. Est-ce que ça ressemble à du shading ou je ne sais pas? Mais ça pourrait. Et donc, ce document, il a été envoyé à l'armée en 2018. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est intéressant. On voit qu'au début de l'année 2019, donc le Covid-19 est apparu en décembre 2019, eh bien en 2019, notre ami Ralph Baric est allé en Chine, à Harbin, et il a fait une conférence. Comment s'intitulait cette conférence? Cette conférence s'intitulait « Comprendre et fabriquer des pathogènes viraux avec un potentiel pandémique ». Bon, est-ce que c'est pas plus clair? Moi, je ne sais pas. Et en plus de ça, j'ai retrouvé un document de l'université Hopkins qui explique comment on peut fabriquer des vaccins transmissibles. Ils expliquent comment. Hein. Ils expliquent aussi comment fabriquer des bactéries vaccinales en gélules, mais sinon en aérosol. Voilà, les vaccins transmissibles en aérosol. Ils ont la technologie, et donc on se retrouve avec un coronavirus comme ça, et une nanoparticule de vaccin comme ça, lequel a servi à quoi? Et vous avez un rapport qui s'appelle le rapport Murphy, dont je parle, qui est un gars qui était dans les services secrets de l'armée, qui a démissionné du service secret de l'armée. Et dans ce rapport, qu'est-ce qu'il dit, Murphy? Il dit qu'en gros, le vaccin ou le virus, c'est un peu pareil. Et il dit que le virus, c'est peut-être le vaccin. En gros, ça veut dire qu'on aurait pris les particules, et pour lui, vaccin égale virus. Alors ça, c'est difficile à assimiler, mais... Donc, il y a une question qu'on peut se poser, et moi je me la pose aussi. Existe-t-il un cofacteur chimico-biologique diffusé en même temps que l'alerte pandémique? Je vais vous parler du docteur Giordano. Donc celui-là, je suis sûre que personne ne le connaît. On est d'accord. Il y a quelqu'un qui connaît Giordano ici? Alors, Giordano, c'est un médecin militaire qui fait des conférences dans les académies militaires. Et donc, j'ai retrouvé une conférence grâce à une chercheuse qui s'appelle Sacha Latipova. Je cite mes sources, j'ai toujours les sources. Et donc, il fait une conférence à l'armée. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette conférence à l'armée? Il explique nos collègues de la branche médicale de l'OTAN
ont montré que la dispersion de nanoparticules peut être utilisée pour provoquer ce qui ressemble à l'apparition subite d'un grand foyer épidémique. Ils sont capables de financer, donc de simuler des pandémies. Il explique en gros qu'ils peuvent cibler le cerveau et qu'ils peuvent même avoir recours à des ondes électromagnétiques et qui peuvent même cibler des individus et si possible des influenceurs, des lanceurs d'alerte. Et donc ces gens-là, après, disent qu'il n'y a pas de problème, ils savent faire. Et voilà ce qu'il explique aux militaires. Si je suis un groupe terroriste, je vais me rendre dans plusieurs villes et je vais y provoquer des foyers épidémiques dispersés en y diffusant des nanoparticules neurotoxiques. Je vais choisir des individus cibles, des influenceurs, qui partageront leur expérience de la maladie sur les réseaux sociaux. Internet sera le vrai virus, car tous les hypocondriaques se croiront malades. Ces influenceurs pourront aussi être ciblés avec des ondes électromagnétiques, car le cerveau est un organe électromagnétique. Voilà. Et il dit donc juste après, nos collègues de la branche médicale de l'OTAN ont montré que la dispersion de nanoparticules peut être utilisée pour provoquer ce qui ressemble à l'apparition subite d'un grand foyer épidémique. Voilà. Et ensuite, vous aurez Madame Xi qui va dire « Ah ben non, moi c'est sûr que c'est pas moi ». Et elle va dire, parce qu'elle n'était pas contente, Madame Xi, elle n'était pas contente qu'il commence à y avoir des rumeurs de manipulation génétique et que ça pouvait venir de son laboratoire. Donc elle rentre à Wuhan en catastrophe et elle se dit dans le train, moi je dis ça parce qu'elle l'a dit elle-même, dans des interviews, elle se dit dans le train, pourvu que ça sorte pas de mon laboratoire. Donc finalement, la première complotiste, c'est elle, puisque elle se pose la question. Et puis après, quand il y a la rumeur qui commence à enfler, elle fait un tweet parce qu'elle n'est pas contente, et puis elle a son caractère, Madame Xi. Alors elle dit, je vous lis ce qu'elle dit, le nouveau coronavirus 2019, il ne s'appelait pas encore SARS-CoV, d'accord. Le nouveau coronavirus 2019 est la punition de la nature envers les humains et leur mode de vie malsain. Je jure sur ma vie que ce virus n'a rien à voir avec notre laboratoire. Donc, c'est la leçon, à chaque fois je mets une leçon à tirer, et donc la leçon de ce chapitre, c'est que les humains accusent la nature de leurs propres mots. MAUX. Donc, c'est bon, on va peut-être s'arrêter là, parce que ça c'est la courbe, il y a encore autre chose. Voilà, donc de toute façon, ça c'est toutes les incohérences au niveau du calendrier, qui montrent bien que ce n'était pas possible. Ça, c'est Moderna, le patron de Moderna, qui reconnaissait lui-même dans des dossiers financiers à la sécurité de la bourse, il disait, à l'heure actuelle, l'ARNM, messager modifié, est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA. Donc en 2018, ils savaient parfaitement que c'était de la thérapie génique. Donc ils ne peuvent pas dire le contraire. Pourtant, ça ne les a pas empêchés de le dire. Et voilà la partie. Alors maintenant, autre question qui est quand même très importante, puisque vous êtes la Ligue pour la liberté de la vaccination. C'est pourquoi ils ont gardé, pour fabriquer les vaccins, la partie toxique du vaccin. Du virus, je veux dire. Je vais vous montrer quelque chose. On termine comme ça. Voilà, ça, c'est le virus. On va terminer avec le virus. Je vous donne la doxa officielle. Bon. Ça, c'est un coronavirus naturel de chauve-souris. Mais ça pourrait être aussi un coronavirus naturel d'humain. Bon, il se trouve que là, c'est de la chauve-souris. Bon. Donc, ce coronavirus, quand ils l'ont déposé, les Chinois l'ont déposé, ils déposent la séquence, et donc, on s'aperçoit de quoi ? Qu'il y a un site furine. D'accord ? Eux, ça fait 20 ans qu'ils travaillent à mettre un site furine sur ce coronavirus pour qu'il saute la barrière d'espèce. On est d'accord ? Ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus, et ils disent même, dans certains articles, le jour où il y a un virus comme ça qui va apparaître avec un site furine,
alors là, ça va faire mal. Et donc, que se passe-t-il quand ils trouvent ce fameux virus? Ils disent, ça y est, on a trouvé un virus à potentiel pandémique. Donc, on pourrait imaginer qu'ils vont tout de suite dire, ah bah c'est parce qu'il a un site furine. Mais non, Madame Xi et Ralph Baric, pareil, ils parlent du nouveau coronavirus, mais ils disent rien sur le site furine. Alors que ça fait 20 ans qu'ils essayent de l'insérer là-dedans et qu'ils alertent en disant la prochaine fois, s'il y a un site furine, pour être pandémique. Eh bien, ce qui montre leur duplicité, c'est que quand ils publient ça, ils ne parlent pas du site furine. Ils n'en parlent pas. Ce qui montre la duplicité. Parce que sinon, ils en auraient parlé. Et même Madame Xi, quand elle publie la séquence, elle en publie une partie, elle arrête juste avant le site furine. Et puis Baric, quand il fait une conférence sur le nouveau virus, il parle de 2 heures sur la Spike surtout, mais il ne parle pas du site furine sur lequel il travaille depuis 20 ans. Ce qui montre là encore qu'il y a une vraie manipulation, une vraie duplicité et même une fraude. Et pendant 2 ans, le narratif du virus naturel va être le narratif en vogue. Voilà. Merci pour votre attention. Et vous verrez, j'explique tout ça dans le livre, les I-2201, les vaccins, la mortalité, là, vous voyez là, la mortalité des vaccins, les 14 premiers jours sont les plus mortels. Pourtant, ce sont ces 14 premiers jours qui sont exclus des statistiques. Voilà, ça, il vous l'a montré, Léo. Ça, c'est le résultat officiel des essais de Pfizer, le résultat final, qui a été publié nulle part, mais où on voit que les non-vaccinés ont moins le Covid que les autres. Et ça, il vous l'a montré. Ça, c'est tout ce qui n'a pas été testé. Et là, c'est un dessin que j'ai fait avec toutes les nanoparticules qui vont dans le corps alors qu'on nous dit que ça restait. Donc il y a la proportion. Et tout ça, ils l'avaient avant parce que c'est dans le dossier d'homologation. Donc ils ne nous disent pas qu'ils ne savaient pas parce que c'est dans le dossier qui est sorti d'ailleurs par fuite et par procédure de justice qu'on a la composition et l'accumulation de ces nanoparticules du vaccin un peu partout, et puis avec les effets qu'ils provoquent, à savoir des caillots géants. Et puis il vous l'a montré. C'est le fait qu'il y ait plus de morts. Et ça, c'est le nombre des vaccins, les nombres de décès. Ça, c'est tous les vaccins réunis pendant 30 ans. Et puis ça, c'est l'apparition des vaccins Covid, qui a fait plus de morts que tous les autres vaccins réunis depuis 30 ans. Et là, on voit la différence entre les vaccins classiques qui restent à l'extérieur des cellules et les vaccins à nanoparticules qui rentrent dans les cellules. Et ça change tout. Ça, c'est le plasmide, où on voit qu'il y a le SV40, qui est un virus, un morceau de virus du singe. Et là encore, Pfizer n'a pas signalé la présence de ce SV40 dans le vaccin et dans le plasmide. Ça, c'est une fraude. Parce qu'ils ne l'ont même pas signalé aux autorités sanitaires quand ils ont demandé l'homologation de leur vaccin. Donc là, c'est une fraude. Et ça, c'est toutes les simulations qu'ils ont pu faire avec les fondations fiscalo-financières. Et ça, c'est notre argent. Voilà, Sarkozy ici. Et puis Macron, le quoi qu'il en coûte, qu'on nous demande de payer maintenant. Voilà. Et ça, c'est pour mieux nous contrôler. Madame von der Leyen qui a donné la technique des QR codes à l'OMS. Et voilà, tout continue. Comment on extrait l'argent du contribuable avec des prétextes vertueux. Et puis petit à petit, les destinataires finaux, eux, ils n'ont rien. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'en 1976, on avait retiré un vaccin aux États-Unis parce qu'il y avait eu 25 décès. Et qu'à l'heure actuelle, on est entre 36 000, 38 000 et 17 millions. Et ça, c'est l'OMS qui veut toujours plus de pouvoir. Merci.
Merci beaucoup à Corinne Lalo pour cette superbe communication. Et vraiment, Corinne a l'art de la communication, de rendre simple ce qui est très compliqué à comprendre. Et ça, c'est vraiment un métier. Et donc, merci à elle. Oui, tout d'abord, merci Corinne. Merci, bravo. En fait, on avait parlé au 150e CSI avec toi, Corinne, avec Vincent Pavant, qui est là également. On avait parlé du traité de pandémie de l'OMS. Et donc, on était tout content à une certaine période que ça ne s'était pas fait. Or là, on vient de s'apercevoir qu'il y a quelque chose de signé. Alors, je voudrais savoir un petit peu, je crois qu'il est beaucoup, beaucoup moins important que ce qui était prévu à l'origine, mais je ne sais pas. Et donc, je voudrais avoir un peu ton avis sur ce traité de pandémie qui, malheureusement, est en cours de passer et d'être voté. Oui. Alors, effectivement, à la 150e du CSI, on avait alerté, il y a deux instruments juridiques à l'OMS. Il y a un règlement sanitaire international et il y a un traité pandémique qui est un accord cadre. Et donc, au moment du CSI de l'année dernière, était passé celui-ci. Et on avait mis en garde, d'ailleurs. Moi, je ne m'étais pas du tout réjouie parce que on avait mis en garde les gens au CSI et toute l'Assemblée. On leur avait dit, attention, il y a ça qui est passé. Et puis d'abord, dans cet accord cadre, qu'ils n'ont pas pu le passer à ce moment-là, l'année dernière, ils vont essayer de le passer. Et en l'occurrence, l'année dernière, ils avaient pris plusieurs articles de cet instrument juridique-là pour le verser dans celui-ci, au cas où l'autre ne passerait pas. Et on avait alerté, on avait dit, attention, ils vont revenir à la charge. Et ça ne sert à rien de se réjouir en disant « nous avons été très forts parce que nous avons réussi à faire échec au traité pandémique », parce qu'effectivement, la semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils s'étaient tous mis d'accord pour signer le traité pandémique. Et le traité pandémique, c'est quoi? C'est un accord cadre que signe, c'est un chèque en blanc, autrement dit, que signent les États, les 194 États, ou moins les États-Unis, et d'autres, donc ça fait peut-être 192, eh bien, ils ont signé cet accord, mais il n'est pas encore validé au niveau de l'Assemblée, mais il va l'être. Bon. Eh bien, cet accord a été négocié en coulisses par Tedros et sa bande. Et donc, cet accord cadre, il va être imposé aux Français sans même qu'on demande au Parlement de le signer ou de le ratifier ou de le voter, alors que normalement, si on était dans une démocratie normale, eh bien normalement le Parlement doit voter parce qu'il va y avoir des dépenses nouvelles. Et c'est le Parlement qui contrôle le budget. Donc là, l'exécutif, on va dire, court-circuite le Parlement parce qu'il s'engage à des nouvelles dépenses sans même demander l'avis du Parlement. Et on avait prévenu l'année dernière, on l'avait dit au CSI, c'est pas la peine de se réjouir, c'est pas parce qu'ils ont, pour cette fois-ci, renoncé à le faire passer, c'était le 24 mai, voilà, à la fin mai, début juin, c'était le 1er juin. Eh bien, le 1er juin, ils se sont séparés, les pays, ils n'avaient pas fait voter ça, mais c'était clair qu'ils allaient le faire. Et ils l'ont fait, et là, ils vont le passer à la prochaine Assemblée en mai. Voilà. Eh bien, ce traité pandémique, c'était les dessins que... Voilà. Le traité pandémique. À droite, à gauche, vous avez l'État avant et après. Avant, les États se réunissaient et contrôlaient l'OMS. Mais depuis 1993, ils ne contrôlent presque plus rien. Et ce traité pandémique va permettre à l'OMS d'installer un système de surveillance et de contrôle des pays, où ils vont même envoyer et faire créer par les pays des instances dans chaque pays pour contrôler l'application du traité. Et ces instances qui seront des... Ah, il va l'être. Il va l'être. Il va l'être. Vous allez voir, moi je prends les paris. Je prends les paris, il va l'être. Donc, s'il l'est, alors on va dire qu'il n'est pas encore validé complètement, puisqu'il faut qu'il reçoive l'aval de l'Assemblée générale qui aura lieu le 4 mai, je crois, quelque chose comme ça, ou le 23. Eh bien, chaque
chaque pays devra avoir une espèce de contrôleur supérieur qui dépendra, en gros, qui sera contrôlé par l'OMS, mais qui sera payé par les États, et qui devra surveiller si les États font bien le boulot. Et si les États ne font pas le boulot et appliquent mal ce qu'on leur dit, eh bien, ils seront passibles de sanctions. Un peu comme la Commission européenne fait quand elle veut menacer les États. Voilà. Donc c'est à ça que ça va servir. Et comme c'est un accord cadre, eh bien, les États signent le chèque en blanc et l'OMS dit « mais vous inquiétez pas, je ne vais pas toucher d'argent et je ne vais pas toucher à votre souveraineté d'État. » Voilà. Alors on est supposé les croire. Alors les croiront ceux qui voudront. Voilà ce qui va se passer. C'est très différent. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Je l'avais montré un peu plus tôt. Voilà. Vous avez ici les trois niveaux de contrat avec l'OMS. En 1969, en fait, c'était un règlement sanitaire international où l'OMS se contentait de recevoir des informations de certains pays. Quand il y avait des bateaux qui arrivaient dans les ports, ils disaient aux pays, bon, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de trop de microbes ou trop de pathogènes. Et puis s'il y en a, eh ben, vous mettez le bateau en quarantaine, mais juste un bateau. Et c'était tous les pouvoirs de l'OMS, c'était rien du tout. Bon. Le premier coup d'État, il a lieu en 2005. Et en 2005, c'est là où ils commencent à rogner sur la liberté et la souveraineté des États. Et même, ils le font au nom de quoi? En disant, si jamais il y a une pandémie, que ce soit d'origine naturelle ou terroriste, ou intentionnelle. Vous voyez? Et ça, ils le soulignent bien. Et puis après, ils n'en parlent plus du tout. Du côté intentionnel, ils n'ont plus envie d'en parler, en tout cas. Et ce qui se passe, c'est qu'il a fallu 2024, donc l'année dernière, pour que ce règlement sanitaire international soit de nouveau modifié, où ils insèrent presque à chaque page le mot pandémique. Alors que jusqu'à présent, dans l'autre, il n'y avait pas le mot pandémique. Il n'y était pas. Donc maintenant, c'est pandémique. Et pour qu'un virus ou un pathogène soit pandémique, il suffit qu'il soit potentiellement pandémique. Donc il suffit qu'il soit potentiel. Donc il n'y a rien d'avéré, il y a tout de potentiel. Et comme dit potentiel, et ben, par contre, le pouvoir de Ghebreyesus, lui, il n'est pas potentiel, il est effectif. Ah, il y avait une question. Au niveau de la France, je voulais savoir si on connaît le pourcentage de personnes vaccinées. Moi, la dernière fois que j'ai vu, c'était dans les 80%, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors que lors de la première pandémie de H1N1, c'était 6% des Français. Là, on est à 80%. Ça a très bien marché. Hein. C'est un succès pour eux. Hein. C'est magnifique. Hein. Puisqu'ils ont créé ce virus et qu'il est possible d'être contaminé par aérosols, comment se protègent-ils? Moi, ce que je dis, c'est que eux, ils ont créé un virus puisqu'ils expliquent comment ils font un virus. Bon. Quelle est l'efficacité réelle de ce virus à se propager d'humain à humain? C'est pas évident. Alors peut-être que le virus était peut-être pas aussi efficace qu'ils l'auraient voulu. Sinon, ils n'auraient pas été obligés d'exagérer l'ampleur du Covid et de dire que tout le monde était malade du Covid, alors que non. Donc ils ont exagéré l'ampleur du Covid. C'est donc que le virus, qu'il soit artificiel ou naturel, n'était pas aussi efficace qu'ils le pensaient, ou aussi pathogène. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, une autre chose, c'est qu'il se peut très bien que, en plus du virus, il y ait aussi eu des nanoparticules lipidiques chimiques, biologiques, qui aient été répandues au même moment pour simuler une pandémie, puisqu'on a vu qu'ils savent faire. Donc, est-ce qu'en même temps que certains pathogènes, peut-être pas aussi efficaces qu'il aurait voulu, il n'y a pas eu des épandages, comme ils savent le faire, puisque c'est pour ça que je vous ai lu la déclaration du docteur Giordano, c'est qu'ils savent le faire et qu'ils savent simuler une épidémie ou un grand foyer épidémique. Donc l'intérêt de simuler un grand foyer épidémique,
c'est quoi? C'est ensuite éventuellement de fourguer un vaccin. Si le vaccin que vous fourguez, au lieu de prendre les parties inoffensives du virus, mais que vous prenez les parties toxiques, puisqu'on sait que les parties toxiques, c'est la spike, la pointe, ça on le sait, parce qu'il y a des milliers d'articles là-dessus pour dire la pointe, la spike est toxique, la spike est toxique. Donc si la spike est toxique, pourquoi ils ont gardé la spike pour fabriquer le virus, le vaccin? Normalement, dans un vaccin, on prend la partie inoffensive. Là, ils ont pris la partie toxique. Pourquoi? Alors, vous avez un ancien directeur de chez Pfizer qui s'appelle Mike Yeadon, que vous avez peut-être entendu parler de lui. Mike Yeadon, lui, son métier, c'est de concevoir des vaccins, donc de designer des vaccins. Donc lui, il prend justement la séquence génétique et il dit, bon, ben, on va prendre la séquence génétique la moins toxique, la moins virulente du virus. Or, lui, il dit, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris la partie la plus toxique. Puisque mon métier, c'est de concevoir des vaccins, moi, je n'aurais pas pris la partie la plus toxique. J'aurais pris la partie la moins toxique, mais la plus reconnaissable. Bon. Eh bien non, ils ont pris ça. Donc lui, il pose la question. Et lui, il ne pose pas la question, il affirme. Donc je le cite aussi dans mon livre. Donc je le cite. Donc lui, il affirme et il dit que c'est parfaitement intentionnel d'avoir designé un vaccin qui soit toxique. De par le site furine, de par la pointe spike, donc la séquence génétique de la pointe spike, ils ont gardé toute la séquence génétique de la pointe spike. Ils auraient pu ne garder qu'une partie. Et en plus de ça, ils auraient pu au moins éliminer le site furine. Puisque le site furine, il sert à fusionner et à permettre au virus de rentrer et de fusionner avec les cellules. Donc là, pourquoi on va garder le site furine dans un vaccin? Puisque là, on n'a plus besoin de faire que ça fusionne et que ça rentre dans la cellule, en fait. Donc pourquoi ils ont gardé le site furine? Ça, c'est une vraie question. Indépendamment du fait que les nanoparticules lipidiques, même quand il n'y a pas d'ARN dedans, elles sont toxiques. Donc, la nanoparticule, qui est d'ailleurs artificielle aussi, parce que c'est absolument pas naturel, même si vous pulvérisez des nanoparticules lipidiques sans l'ARN dedans, même sans le site furine, c'est toxique. Il y a eu des expériences, j'en parle dans le bouquin, sur des souris qui montraient qu'il y avait 80% des souris qui mouraient, avec des nanoparticules lipidiques sans ARN modifié. Donc, ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'en fait, dans ces vaccins ARN modifiés, vous avez 3 dangers qui se superposent. Vous avez le risque de la nanoparticule lipidique, qui est toxique en elle-même. Vous avez le risque de l'ARN modifié, messager, qui est toxique puisqu'ils ont modifié l'ARN. Et vous avez en plus le risque de la spike, puisqu'une fois que l'ARN est traduit dans la cellule, ça fait une protéine spike, et la protéine spike est considérée comme toxique. Donc vous avez 3 toxicités. Merci beaucoup, Corinne. Merci infiniment.